Coucou tout le monde, c'est Capet de Coin Academy. Je suis en compagnie de Charles qui est CTO de Ledger. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Du coup, CTO, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est le rôle d'un CTO chez Ledger? Alors, donc Ledger, c'est l'entreprise qu'on connaît bien pour ses hardware wallets. La mission de Ledger, c'est de fournir des solutions de sécurité aux utilisateurs de cryptocurrency et de NFT. Et donc, on est très connu pour les hardware wallets. On a aussi une solution enterprise pour plutôt les institutions financières. La mission du CTO, c'est, moi j'aime bien la définir en disant que ma mission, c'est de sécuriser la révolution de la blockchain. Et je dirais que je suis en charge de toute la partie technique et technologique. Donc je suis en charge des équipes d'engineering, de développement, d'infra, de sécurité, d'architecture. Bref, dès que ça parle de technologie, c'est dans ma responsabilité. Super, et du coup c'est un poste qui est clé chez Ledger, j'imagine. Effectivement, on est une entreprise de technologie, donc la technologie c'est un truc important. Et puis c'est un endroit où on ne peut pas trop faire des grosses erreurs. On a la confiance de nos clients, donc il faut éviter de les décevoir évidemment. Ouais, c'est important. Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de piratage du hardware wallet en tant que tel. Il y a eu des histoires de failles sur des anciens firmware, j'imagine, mais jusqu'à présent, ça s'est toujours bien passé pour vous. Exactement. Bon, ce qu'on peut dire en premier, c'est que la sécurité, ce n'est pas quelque chose de statique. La sécurité, c'est plutôt un chemin. Et il faut toujours travailler pour améliorer la sécurité. Et ceux qui disent que c'est les plus sécures du monde et que leur solution est inviolable, globalement, je dirais que c'est un petit peu survendu. Ce qui est important, c'est de toujours créer les conditions pour sans cesse s'améliorer. Et typiquement, un des exemples, c'est qu'on a un bug bounty, c'est-à-dire que si vous pensez avoir trouvé une vulnérabilité ou quelque chose à améliorer du point de vue de la sécurité de nos produits, il y a un système pour la reporter et nous, on va vous donner des bitcoins en échange de ces informations pour continuellement s'améliorer. Et vous faites un petit peu de la formation pour sensibiliser les gens aussi à la sécurité. Il y a des ressources qu'on peut trouver sur Internet? La révolution de la blockchain, j'aime bien l'appeler comme ça, en fait c'est un changement de paradigme qui est important. On passe on fait confiance à des tiers pour gérer ses données, pour gérer son argent, à je suis souverain, c'est moi qui gère mon argent, c'est moi qui gère mon identité, c'est moi qui gère toutes les choses qui sont de valeur. C'est un paradigme qui est très intéressant, mais par contre ça vient avec un challenge de sécurité et notamment qui est amplifié par la propriété d'immutabilité de la blockchain. L'immutabilité, ça veut dire que quand on fait une transaction, il n'y a pas moyen de la reverter, il n'y a pas moyen de l'annuler. De revenir en arrière. On ne peut pas aller voir le banquier et dire « Ah non, mais c'est pas moi qui ai fait cette transaction, vous ne pouvez pas l'enlever ». Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. C'est pour ça que le challenge de la sécurité, il est vraiment très important dans la blockchain. Et donc, il y a les solutions techniques, ce que nous, on fournit, mais il y a aussi comprendre les nouveaux paradigmes, parce qu'il y a tout qui change pour l'utilisateur. Et ça, c'est un challenge qui est, je dirais, encore plus grand au final. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'on a une mission d'éducation dans l'écosystème qui est importante. Et donc là, on a des équipes entières justement qui travaillent à faire en sorte de à la fois rendre l'expérience utilisateur la plus simple possible et à la fois à éduquer les utilisateurs, de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un bitcoin, qu'est-ce que c'est une transaction, quelles sont les bonnes pratiques de sécurité. Parce qu'à la fin, tu peux avoir la solution de sécurité la plus robuste du monde. Si l'utilisateur ne comprend pas comment elle fonctionne, le maillon faible il devient l'utilisateur. L'éducation, c'est important. Et du coup, cette éducation, vous la faites par quel biais? De l'événementiel, des vidéos, des articles? Comment on peut retrouver ces ressources? Donc il y a plein de choses, effectivement. Événementiel, à chaque fois qu'on peut, on le fait. Après, il y a les podcasts, on fait plein de podcasts pour expliquer les bonnes pratiques, des Twitter Space, etc. On a aussi plein de ressources en ligne avec différents articles, etc. On a aussi des vidéos spécifiques et on a des jeux sur la blockchain qui sont éducatifs aussi. Ok, super. Et du coup, comment vous y prenez pour onboarder les gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec ces sujets-là? Parce que la crypto-monnaie, c'est déjà un sujet qui est très abstrait. Et faire venir papa, maman, les potes qui ne sont peut-être pas forcément branchés informatique dans cet écosystème, comment vous y prenez? Parce que j'imagine que c'est aussi un sujet clé pour convertir des clients chez Ledger. Oui, donc ça, je dirais que c'est un challenge important pour l'industrie au global en fait. Et moi, je pense que la plus grosse chose qu'il faut mettre en place, c'est améliorer l'expérience utilisateur, ce qu'on appelle l'UX, faire en sorte que l'UX soit le plus simple possible. Et aujourd'hui, il y a toujours quand même pas mal de choses dans l'expérience utilisateur qui restent compliquées. Chaque fois, j'essaie de penser à ma mère, genre si je lui donne un device dans les mains, est-ce que ça va être simple pour elle? Et pour moi, il y a plusieurs challenges qui restent à résoudre et je pense notamment à les 24 mots.
Oui. Je vais lui expliquer la crypto, les 24 mots. Les 24 mots, c'est un truc qui est un petit peu... il y a un vrai challenge à comprendre ce que c'est les 24 mots, qu'est-ce que j'en fais, etc. Donc, et l'éducation. Après, on réfléchit à des solutions techniques justement pour essayer de cacher cette complexité, tu vois. Pour faire en sorte que le premier pas pour rentrer dans le monde de la crypto soit le plus simple possible. Et le premier pas, c'est générer tes clés. Donc il y a cette partie-là. Il y a une autre partie qui est aussi importante et qui pour moi est un challenge à résoudre, c'est les adresses blockchain. Aujourd'hui, c'est des adresses hexadécimales. Ma mère, quand elle voit un hexadécimal, elle a l'impression qu'il y a un message d'erreur en fait, tu vois. Oui, ça ressemble à rien. Exactement, ça ressemble à rien. Et ça, je pense que dans 5 ans, dans 10 ans, on en rira en fait. On verra plus les adresses hexadécimales parce que ça ne fonctionne pas. Ça ne permettra pas l'adoption de masse. Et du coup, il faut qu'on résolve ces questions-là. Il y a ENS qui fait partie de la solution. Mais je pense que si on réfléchit plus globalement, faire en sorte de rendre ces adresses et toutes ces informations le plus human readable possible, c'est un vrai challenge. C'est des choses sur lesquelles on travaille. C'est surtout que le problème, pour te relancer sur cette histoire de ENS, c'est qu'aujourd'hui c'est propre à Ethereum. Mais on a plein de layer 1, on va avoir plein de layer 2. Comment on peut faire un truc canonical, on va dire, canonique, qui fait qu'on a un nom et ça fonctionne partout? Ouais. C'est un vrai problème. Effectivement, c'est un vrai problème. Et aussi, tu as envie qu'il soit le plus décentralisé possible. Tu n'as pas envie de donner la responsabilité de dire qui est qui sur la blockchain à un tiers de confiance. C'est vraiment l'esprit de la blockchain. Donc ouais, nous on y réfléchit, il y a différentes solutions possibles. Pour revenir sur ENS, effectivement ENS ça vit sur Ethereum. Le NFT il existe sur Ethereum, mais dans ENS tu as différents champs et tu peux mettre les adresses de toutes les chaînes que tu as envie dans ton ENS, c'est possible. Je savais pas. Okay. Donc typiquement tu peux te dire j'utilise mon ENS pour Bitcoin, pour Cosmos, pour mettre mon login Twitter, tu peux mettre tout ça et c'est une première forme d'identité décentralisée. Et je crois que pour moi, c'est une étape supplémentaire qui va arriver dans la blockchain. C'est non seulement tu vas gérer ton argent, tes valeurs, les objets culturels, tes NFT, mais aussi ton identité. Moi, je pense que l'identité, c'est un des sujets qui arrive bientôt. La réputation et notamment pour tout ce qui va être gouvernance, parce que c'est un sujet qui revient beaucoup, la gouvernance. Et d'ailleurs, ça me fait penser à plein de questions. Là, on est à l'événement NFT Paris, donc se pose la question comment on gère pour les NFT. On voit de plus en plus de collections de NFT et souvent des gens qui arrivent dans le secteur des crypto-monnaies sans rien y connaître aux crypto-monnaies, qui passent directement à l'étape NFT et qui n'ont pas les bases en sécurité. Comment vous vous adressez à ces gens-là aujourd'hui ? Encore une fois, c'est des choses compliquées. Le paradigme est différent. Donc, en premier, l'éducation. Ça, on ne peut pas passer au travers. Si on ne comprend vraiment pas du tout ce qui se passe, c'est sûr qu'on va faire des erreurs. Et sur les NFT en particulier, y a plusieurs choses. Je dirais que nous, ce qu'on cherche à faire sur nos devices, c'est de faire en sorte qu'à chaque fois que l'utilisateur il va faire une action, il va signer quelque chose, typiquement, et qu'il ait les moyens de comprendre sur son device ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'on appelle le clear signing. Si au moment où tu vas signer quelque chose, tu signes un hexadécimal, il y a de bonnes chances, il est possible que tu sois en train de signer une transaction qui donne tout ton wallet à un attaquant. Tu vois. Et d'ailleurs, souvent les attaquants, le phishing, c'est autour de ça. On essaie de tricker l'utilisateur pour qu'il signe une transaction qui n'est pas celle qu'il veut. Juste, le clear signing, c'est quoi exactement pour ceux qui nous écoutent ? Donc, le clear signing, c'est la manière dont je le définirais, c'est donner à l'utilisateur l'ensemble des informations nécessaires pour comprendre la transaction qu'il est en train de consentir. C'est ça. Donc sur le device, c'est au lieu d'écrire tu es en train de signer tel hexa, c'est d'écrire tu es en train de acheter tel NFT sur telle plateforme OpenSea. Ça implique tant de frais, ça part de telle adresse Exactement. à telle adresse. C'est rendre ça le plus human readable possible sur le device. Donc ça c'est un premier aspect et qui est un aspect pour lequel on est déjà connu. Quand on voit des bitcoins avec ton device, c'est écrit que tu envoies 0.1 bitcoin vers telle adresse. Et on essaie de faire pareil sur les NFT, sauf que les interactions que tu peux faire avec la blockchain quand il s'agit de gérer tes NFT peuvent être beaucoup plus complexes que juste envoyer. Tu vois. Tout à fait. Donc c'est un petit peu le challenge qu'on a et sur lequel on travaille. Et on a fait une plateforme ouverte justement pour faire en sorte que les développeurs puissent intégrer leur DApp, leur smart contract dans le device. Donc ça c'est une partie. Et une deuxième partie sur laquelle on travaille, c'est Ledger Connect et Web3 Check. Donc Ledger Connect c'est une extension qui sera une extension web et aussi une extension sur iOS qui va te permettre d'utiliser ton device et de connecter ton device à différentes dApps
un petit peu comme le fait Wallet Connect. Wallet Connect ou MetaMask, effectivement. Donc ce genre de fonctionnalité. Cross-chain, c'est notre ambition. Et en plus de ça, on va ajouter un truc qui s'appelle Web3 Check. C'est un petit composant logiciel qui va te donner l'ensemble des informations encore plus riches de si tu signes cette transaction, voilà les impacts que ça va avoir. Et typiquement sur ta balance, tu vois. Sur ta balance, si tu signes cette transaction, tu vas perdre ce NFT et tu vas récupérer des 0.3. Et faire de la prévention potentiellement sur les patterns attention, un peu dangereux. Ouais, ce smart contract, il a déjà été reporté par plein d'utilisateurs comme étant frauduleux. Peut-être fais attention. Donc voilà, c'est vraiment l'ambition de ce composant qui s'appelle Web3 Check. Et on voit que c'est un petit peu différent de ce que je disais dans le clear signing, mais c'est très complémentaire en fait. Tu vois, les deux sont utiles et importants. La vraie source of truth, la vraie source de vérité, elle est sur le device. Tu vois sur le device que tu signes vraiment sur la blockchain. Et Web3 Check, c'est un truc qui donne un peu plus d'informations, mais qui sont moins, on est moins proche de ce que tu signes parce que c'est plus des heuristiques. Attention, ce smart contract, il vient juste d'être déployé, peut-être qu'il y a un truc. Tu vois. Voilà. Je suis rentré dans des questions un petit peu techniques, mais je vais avoir une question plus fondamentale cette fois, c'est pourquoi Ledger c'est sécurisé. Quelqu'un qui nous écoute et qui ne connaît pas trop, pourquoi on lui dit un hardware wallet c'est plus sécurisé que d'avoir un wallet logiciel sur son téléphone ou sur son ordinateur? Donc je dirais en premier, Ledger c'est une entreprise de sécurité. Et en fait, le marché sur lequel on opère, c'est le marché du Web3. Je le définirais un petit peu comme ça. En premier, notre corps, le cœur de Ledger, c'est la sécurité. Et les gens qui viennent, qui ont fondé Ledger et beaucoup de gens qui travaillent à Ledger, ils sont vraiment dans ce milieu-là, la sécurité, la cryptographie. Et pourquoi utiliser du hardware? Quand tu as en fait, l'idée, c'est une idée qui est assez générale dans le monde de la sécurité. C'est dès que tu veux faire une application, dans lequel il y a de la sécurité qui est impliquée, l'idée c'est de séparer toute la partie qui est applicative de la partie sécurité. Donc, tu fais du logiciel, c'est bien d'avoir des composants, c'est bien d'avoir des modules à part, parce que ça rend les choses plus claires, etc. Et pour la sécurité, c'est encore plus vrai. Tu vas te dire, tout ce qui est applicatif, UI, etc., tu le mets dans une application. Et tout ce qui est sécurité, tu vas le mettre dans un endroit à part, isolé du reste du monde. Et la meilleure isolation que tu peux fournir, c'est d'avoir un device à part, en fait. D'avoir du hardware à part. Qui n'est pas connecté à Internet. Qui n'est pas connecté à Internet. Donc là, si tu creuses un peu, tu vas plus loin dans ce que je viens de dire dans l'isolation. Donc tu vas créer un truc à part, qui n'est pas connecté à Internet. Et en plus de ça, ce device, nous, on l'a designé avec la technologie Smart Card, les Secure Elements, qui sont des circuits spécifiques qui sont designés pour la sécurité. C'est le même circuit que tu trouves dans ton passeport ou dans ta carte bancaire. Donc c'est ce genre de circuit. Donc à l'intérieur de ton NanoX, de ton Stacks, etc., il y a un Secure Element. Tes secrets ils sont générés dans ce Secure Element. La cryptographie elle est implémentée dans ce Secure Element, comme ça les secrets ils n'en sortent jamais. Et de la même manière, le Clear Signing dont je viens de te parler tout à l'heure, donc le Secure Element, l'OS qui tourne dedans, il va parser ta transaction et il va te dire sur ton écran, attention, là tu es en train d'envoyer 0.1 Bitcoin vers telle adresse. Donc l'idée c'est vraiment de séparer tout ça et de le mettre dans un endroit le plus isolé possible, qui fait une seule chose et qui le fait bien, c'est de la sécurité et c'est tout. Si tu dis que tu vas mettre ça dans un software wallet, le problème c'est que un software wallet c'est ton téléphone, ton ordi, c'est pas des devices qui ont été designés pour la sécurité. Il y a tout qui est au même endroit, tu vois. C'est un peu comme si tu disais que tu veux fabriquer un building dans lequel tu as Fornox, une boîte de nuit et un mall, tu vois. C'est un peu compliqué d'avoir ces trois trucs dans le même building, tu vois. Donc dans ton téléphone, c'est un peu difficile de faire une application qui est vraiment sécure parce que ton téléphone n'est pas du tout designé pour la sécurité. Il est designé pour la performance, pour l'UX, pour ce genre de choses, mais pas pour la sécurité. Et globalement, si tes clés sont dans ton téléphone, un malware, n'importe quel malware, et en fait c'est pas très dur d'écrire un malware pour un téléphone, il va être capable d'accéder à tes clés ou de faire signer des transactions à ton wallet sans te demander ton consentement. Yes, ouais, et du coup détournement de fonds. C'est ça le problème. Tu perds tes clés, tu perds tes fonds. D'où l'intérêt d'avoir un environnement isolé, sans accès à Internet, comme ça, une personne à distance ne peut pas accéder, elle ne peut pas faire ses bêtises, il faut qu'elle ait un accès physique et en plus de ça, qu'elle ait accès à ton PIN code pour pouvoir effectuer une action. Et ça, c'est important pour les gens qui nous écoutent. Et ce que je disais tout à l'heure aussi par rapport à l'immutabilité de la blockchain, si jamais l'attaquant il accède à tes clés et qui fait une transaction pour toi, disons, en ton nom, il n'y a rien que tu puisses faire en fait. Cette transaction, elle est signée dans le marbre, dans la blockchain, à jamais. Et du coup, c'est pour ça que le challenge de sécurité, il est encore plus grand que ce qu'on connaît aujourd'hui dans le monde bancaire, etc. Très bien. Et j'aurais une dernière question pour toi, et surtout pour ceux qui nous écoutent.
C'est quoi les petits alphas que tu peux nous livrer? Quelles sont les nouveautés à attendre cette année et les suivantes par rapport à Ledger? Bon, déjà, si vous m'avez écouté dans tout ce que je viens de dire, il y a plusieurs choses que j'ai laissé transpirer. Bon, déjà, il y a Stacks qu'on a annoncé en fin décembre, donc, qui est le nouveau device phare de Ledger qu'on a co-designé avec Tony Fadell, l'inventeur de l'iPod, qui a aussi travaillé sur l'iPhone. Et donc c'est un travail assez intéressant où tu avais quelqu'un qui était très UX, comment on fait pour que l'UX soit la meilleure possible, avec une entreprise qui est très sécurité. Du coup, tu as un peu de tension qui est une expérience utilisateur et sécurité. Exactement, qui est une tension très saine pour faire le meilleur produit possible pour Ledger, donc Stacks. Et ensuite, des choses que je pourrais laisser traîner, un petit peu d'alpha, ça va être ce que je disais tout à l'heure, la question de tes 24 mots. Comment on fait pour abstraire cette difficulté et la rendre la plus simple d'accès, disons. Donc on travaille là-dessus et on va annoncer quelque chose dans ce sens-là dans les mois qui viennent, qui va résoudre une partie de ce problème. Ce problème, c'est un problème assez complexe, surtout quand tu poses la question de la self-custody en même temps. Il faut réfléchir à tout ça. En tout cas, on va avoir un produit qui va travailler là-dessus. Et toutes les questions d'identité, de faire en sorte que ton adresse, on puisse la remplacer par un nickname, tu vois, ce genre de choses, c'est aussi des choses sur lesquelles on travaille. Après, on travaille sur l'intégration de tout un tas de nouvelles chaînes, etc. Donc ça, c'est un travail de tout le temps. Et d'ailleurs, je pense qu'on a le wallet qui supporte le plus de chaînes de l'écosystème. Hardware, sans aucun doute. Software, même si tu compares avec le software, je pense qu'on fait partie des wallets qui supportent les plus de chaînes. En tout cas, vous faites les plus grosses et ce qui va manquer, ça va peut-être être des nouveaux Layer 2 Ethereum ou des chaînes souveraines de Cosmos, et on a pu en parler en off, vous travaillez sur des implémentations pour ces choses-là. Typiquement sur Cosmos, il y a un travail en cours pour faire en sorte d'avoir une grosse partie de l'écosystème dans nos solutions. Super, bon bah voilà, les fans de Cosmos, vous savez qu'on pense à vous. C'est cool, en tout cas merci beaucoup. J'aurai encore plein de questions, mais ça ferait un petit peu long. Donc si jamais tu veux un de ces quatre venir pour une émission sur Internet, en remote, sur Twitch, t'es le bienvenu, ce sera avec grand plaisir. Avec plaisir. Vous pourrez poser vos questions. Je vous laisse en description les liens pour suivre Ledger, pour suivre Charles aussi. Yes. Et puis je vous souhaite une excellente journée. Ciao tout le monde. Merci.